les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Roberto De Zerbi aurait demandé à quitter l'OM. Réflexion en cours en interne. On va regarder ce que ça dit. Mes frères, ce qui s'est passé à Marseille depuis hier, c'est... Waouh! Roberto De Zerbi a demandé à quitter l'OM. Alors que des discussions sont en cours entre la direction et l'entraîneur, c'est ce dernier qui sera à l'initiative de ce chambardement, puisqu'il a demandé à quitter le club. Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d'expérience sur le terrain, je ne connais pas la réaction de mes joueurs, je ne sais pas quoi faire. C'est ma responsabilité, mais je ne suis pas le seul à pouvoir mettre les choses en place. Si on parle du match de ce soir, c'était trop violent, trop brutal. En 13 ans, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu ce soir, disait Roberto De Zerbi, totalement dépité. Et il était soutenu publiquement par Mehdi Benassia, directeur du football, qui pointait les joueurs du doigt suite à une cinglante défaite 3-0. En zone mixte, il racontait ainsi que le coach italien avait alerté ses joueurs toute la semaine sur les débuts de match percutants du club Bruges. Résultat, 2 buts encaissés en 11 minutes et une apathie terrible sur le terrain. Que faire lorsque vous donnez des consignes, prévenez vos ouailles et que personne ne vous écoute? C'est peut-être la question que se pose actuellement Roberto De Zerbi. Plus tôt dans la journée, De Zerbi ne s'est pas rendu avec le reste de l'équipe à Clairefontaine. Et l'OM va s'y installer jusqu'au week-end pour préparer le match face au PFC samedi en Ligue 1. Le temps pour lui de réfléchir à son avenir à Marseille. Donc il n'est pas là-bas. Selon nos infos, il a demandé à quitter l'OM, ce qui a déclenché des discussions en interne avec la direction olympienne. Ces dernières semaines, il paraissait à fleur de peau, il s'en est pris au traitement médiatique à son égard, a exprimé son incompréhension devant l'inconstance de son équipe et a parfois tenu un discours déroutant sur son avenir. C'est drôle de lire ça quand on se rappelle qu'il y a quelques années, les entraîneurs français disaient qu'on était trop dur avec eux parce qu'ils étaient français. Une manière de faire comprendre que malgré l'envie de boucler un cycle de 3 ans, tout pouvait se passer dans cet environnement si particulier. Une chose est certaine, la défaite à Bruges, élimination terrible de la Ligue des Champions, pourrait avoir des conséquences très importantes. Petit avis comme ça, je vous le dis, je pense que Roberto De Zerbi a évidemment des responsabilités dans ce merdier, mais que les responsabilités sont doubles aussi, parce que je pense qu'on est face aussi à des joueurs qui ont une part de responsabilité quand même assez élevée, et aussi un effectif dont la construction va poser question. Parce que quand on parlait de ça cet été, bon, moi je vois toujours l'OM faire top 3 de Ligue 1, sur ça c'est ok. Mais un des trucs qui interroge moi sur la gestion du mercato de cet été, c'était notamment beaucoup d'arrivées qui ont été des arrivées très tardives. Et ça, je trouve que c'est particulier, surtout dans un club qui a de l'argent comme Marseille. Rappelle qu'une bonne partie, si on pouvait regarder par date, je sais par date exacte, mais quand on regarde les deals faits cet été, t'as certains deals qui se font assez rapidement dans l'été, Egan Riley de souvenir, pareil pour Angel Gomez, mais le reste, vous me rappelez, mais est-ce qu'il n'y a pas genre 5 ou 6 joueurs qui viennent dans les 15 derniers jours presque? Genre Ahmed Traoré, Benjamin Pavard, Vermiren, O'Reilly, tout ça, même Aguerd, tout ça, je crois que ça vient hyper tard. Donc, quelqu'un me dit, ça change quoi? Bah, première chose, pas de prépa. Et la prépa, c'est quelque chose de très important dans la constitution d'un effectif, dans le fait de réussir à jouer ensemble, tout ça, c'est un point hyper important, la prépa. Ensuite, Emerson, Pavard, Aguerd, c'est le dernier jour du mercato. Ensuite, le fait que ce soit des pistes qui soient faites à la fin du mercato, est-ce que, du coup, c'est des profils qui correspondaient à tes besoins? On voit que l'OM actuellement a un problème au milieu de terrain, que c'est difficile avec Kondogbia, que Højbjerg a du bon et du moins bon, Vermiren joue pas, O'Reilly c'est nul. Donc du coup, t'as un milieu de terrain qui n'est pas au niveau à un moment où t'as laissé partir, comment il s'appelle, notre ami Rabiot, et où à la fin, rappelez-vous, le volume de profils sur lesquels l'OM était dans les derniers jours du mercato, en tout cas qu'on a entendu dans les rumeurs. Florentino Luis, Dani Ceballos, je dois en oublier, mais ce que j'essaye de dire, c'est que beaucoup de profils, enfin beaucoup de joueurs, c'était des profils qui n'avaient pas de rapport entre eux. Et t'as l'impression que c'était vraiment, je vais pas dire du
du panic buy, mais que c'était en mode oh putain, y'a qui? Oh putain, et donc à la fin, ça te fonde un effectif avec des beaux noms. Mais du coup, est-ce que la complémentarité est vraiment étudiée? Est-ce qu'il y a eu une étude poussée sur les joueurs et leur comportement, etc. Vu que tout s'est fait en dernière minute. Quand je parle de ça, c'est même dans le sens où, à l'OL, nous, un truc qu'on nous a dit cet été, à Lyon, et pour les Lyonnais, je sais que il y a beaucoup de Lyonnais ce soir, rappelez-vous, un des trucs qui a été vraiment mis en avant par la cellule de recrutement cet été, c'est en mode, on a visé des gens, des joueurs, avec des qualités, etc. Mais on a aussi visé des merci Dothrakis pour le resub. On a aussi visé des hommes, c'est-à-dire des personnalités qui peuvent coller au groupe, etc. Genre, c'est-à-dire des personnalités qui s'intègrent bien, un état d'esprit, qui sont faciles à vivre, etc. Quand tu fais tout dans les dernières minutes, dans les derniers jours, à brasser 6 profils différents pour 2 postes, est-ce que tu as le temps de faire toute cette étude-là? Je sais pas. Je dis pas oui, je dis pas non, je suis pas à l'intérieur, hein, je ne remets pas en cause la qualité du travail de Mehdi Benassia, etc. Mais forcément, c'est une question. Tu vois. Et surtout, je comprends pas dans un club qui a des thunes, à quel point, comment tout peut se faire comme ça à la dernière minute. Et après, bon, y a aussi un autre truc que bon, vous connaissez, c'est la bougeotte de l'extrême à Marseille avec c'est 15-20 départs par saison et c'est 15-20 arrivées par saison, quoi. Donc à la fin, tu as un effectif qui révèle des faiblesses. Moi, je pense que Roberto De Zerbi a sa part de responsabilité, évidemment, mais a aussi un effectif qui n'est pas si bien construit que ça en réalité. Et que beaucoup des joueurs de Marseille, il manque certains fondamentaux à des joueurs de Marseille qui font que c'est difficile d'être compétitif face à certaines équipes qui vont, des fois, je te dirais, t'imprimer de l'impact physique, du rythme, etc. Et qu'en même temps, vu le milieu de terrain que tu te trimbales, c'est aussi dur de réussir à faire du jeu et à dominer un peu la salle des machines. Et en ayant raté quand même quelques matchs de l'OM cette saison, je trouve aussi que l'absence de Rabiot fait un peu mal. Après, Rabiot, c'était pas un gros faiseur de jeu, c'était surtout un joueur de dernier tiers, mais c'était le meilleur joueur de l'OM l'année dernière, quoi. Et ça, à la fin, je trouve que ça se paye aussi d'une manière ou d'une autre. Benjamin Pavard, la saison qu'il est en train de lâcher, est un stinker all-time. Alors franchement, je serais Marseillais, je serais dégoûté. Balerdi, à la longue, vous connaissez. Aguerd, d'accord. Même Medina, c'est pas mal. Egan Riley, c'est un peu dur. Emerson, c'est la bonne pioche. Vermiren, joue pas, c'est très... La carrière de ce petit est en train de complètement vriller. Kondogbia, 450 000 par mois, frère. 450 000 par mois. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui, ces derniers temps, ont largement fait exploser leur masse salariale, ils ont commencé à avoir des problèmes sportifs et c'est ceux qui réussissaient à faire à pas cher qui allaient bien. À la fin de la saison 2019, Marseille a des gros soucis financiers et arrive avec André Villas-Boas, fait un mercato, voilà, tranquille, et une masse salariale qui est pas déconnante. Cet été-là, 2019, l'OL explose ses coûts, explose sa masse salariale. Et qu'est-ce qui se passe pendant plusieurs années? Marseille fait des meilleures saisons et l'OL est à la dérive. Alors, je dis ça. Marseille, après, derrière, avait aussi McCourt qui a assuré des moments, etc. Mais paradoxalement, quand Marseille faisait vraiment des bons résultats, c'était des moments où il y avait peut-être, par moment, des effectifs et des masses salariales moins gonflées. Et donc du coup maintenant c'est paradoxal parce que nous l'OL on fait une bonne saison à notre échelle. Sur la saison on a le plus dégonflé et Marseille sur une des saisons où il doit avoir aussi une très grosse masse salariale, bah, c'est une de leurs pires saisons aussi. Alors je dis ça, je crois que sous Tudor aussi Marseille a une grosse masse salariale et ça fonctionne bien aussi, tu vois, c'est pas une règle de maths ce que je raconte. Mais waouh, Geoffrey Kondogbia, waouh, dans une Ligue 1 sous Ligue 1+, c'est-à-dire une Ligue 1 qui n'a plus vraiment de droits TV, etc., se pointer avec cette masse salariale et ces salaires de pacha, aïe 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 aïe. C'est absolument délirant. Hein. C'est absolument délirant. Et le tout en plus du coup avec un effectif, c'est vrai, qui est pas ultra bien construit, je pense. Alors, tout en disant ça, tout n'est pas à jeter.
C'est aussi un effectif. Pour moi, l'OM va se ressaisir et fera top 3 de Ligue 1. Mais l'OM, pour moi, fera top 3 de Ligue 1 dans une année où, logiquement, si les choses prenaient bien, ça aurait dû faire pas si loin que ça de Paris. Tu vois, ou peut-être deuxième confortable. Tu vois, deuxième confortable. Donc voilà. Et si De Zerbi part, tu prends qui? Il y a qui comme bon coach actuellement? Il y a qui comme bon coach? Genre actuellement, c'est qui des bons coachs libres? Attends. Alors, on va regarder, attends. Il y a qui en beau coach libre? Southgate, Xabi Alonso, bon, Enzo Maresca, ça, on sait que c'est mort. Joachim Le, je pense que vous n'avez pas envie de quelqu'un qui se gratte le cul. Je voulais juste la placer. Xavi, c'est mort. Ruben Amorim. Thiago Motta. D'accord, ça n'a pas fonctionné de ouf. Igor Tudor. OMG. Le retour de la Tudance. Walter Mazzari, Marco Rose, Vitor Pereira, Victor Bruno, Bruno Lage, Adi Hutter. Bon, Adi Hutter. Son Monaco n'était pas gerbé, même si la fin a mal fini. Stefano Pioli. Bon, ok, il y a quand même quelques bons coachs, mais il n'y a pas de coach où je me dis ça c'est Marseille, tu vois. Est-ce que Marseille ne devrait pas repartir sur un bon coach français? Francaise. Après, Francaise, est-ce qu'il réussit à fonctionner dans le contexte marseillais? C'est une autre question. Mais Francaise. Will Steele. Ouais, Will Steele. Ouais, Francaise. Moi, j'ai un nom pour vous. J'ai un nom pour Marseille. Et je sais qu'on va croire que je vanne. Wallah que je vanne pas. Ou je pense vraiment que à Marseille, il fonctionnerait bien. Genre, ce n'est pas du troll. Genesio. Je suis 100% sérieux, je pense que Genesio à Marseille, ça fonctionne. Mais genre, je jure que c'est vrai. Non, mais vous pouvez rigoler, tout ça, machin, je le pense sérieusement, genre, ce n'est pas une blague. Genre, je pense que Genesio à Marseille, au moins la première saison, je pense que c'est du sale. Déjà, je pense pas que Genesio, il fasse plus que cet été à Lille. Je pense qu'il part à la fin de la saison. Mais Genesio... Bon, moi à Lyon, vous saviez que j'étais pas complètement fan à l'époque. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à redire, mais après il y avait aussi des réussites, on lui enlèvera pas ça. Mais je trouve que Genesio, dans sa carrière managériale, il a progressé, que son Rennes était une vraie bonne équipe et que sa saison dernière à Lille était plutôt bien, tu vois. Donc même si là son Lille est moins bon, genre Bruno la Genèse à Marseille, je jure que je vois un monde où ça marche. Genre, ouais. Vous avez la vision ou alors bof? Moi, je sais pas, j'ai la vision. Genre, faut que le coach ait envie de coacher l'OM aussi. Alors, il y a quelques années, Genesio est allé au Canal Football Club et on lui avait posé la question, est-ce que vous seriez capable de coacher l'OM? Et il avait dit oui. Donc il avait dit oui à l'époque. Donc est-ce que je pense qu'il dirait oui sans problème, tu vois. Donc voilà. Je t'invite à prendre des lunettes, chef. Moi, je sais pas, j'ai la vision, je pense. Je ressens ce que tu dis dans la cabine, Zach. Ah, là vous me régalez. Roberto De Zerbi a démenti tard jeudi soir avoir demandé à quitter l'OM. Aïe. Foot Mercato t'affirme une chose. Le reste t'en affirme une autre. Les gars, c'est... On va lire l'article. On est sur deux sons de cloche. Hein. Sachant que chaque camp parle. T'as le camp du coach, le camp de la direction de Marseille, le camp de ce que tu veux. Hop, attends. Ding dong, vous êtes des gamins. Attends, qu'est-ce que ça raconte? Merci Bad Love pour le recep, le frère. Merci beaucoup. Voici l'article. Hop.
Voici l'article, les gars. Roberto De Zerbi. Au terme d'une journée agitée à l'OM, l'entraîneur Roberto De Zerbi dément avoir demandé à quitter le club. Catastrophique mercredi à Bruges. Les Marseillais sont sortis de la Ligue des Champions et ont considérablement assombri leur saison. Les secousses ne vont épargner personne et Roberto De Zerbi est au centre de l'attention. Contacté par l'équipe, l'entraîneur a démenti tard jeudi soir avoir demandé à quitter le club. Et je vais vous dire un truc, et je vais vous dire quelque chose qui ne vise pas particulièrement la direction de Marseille, parce que voilà, c'est pas le but. Je vous le dis juste de manière générale, parce que j'ai pu maintenant, tu vois, rencontrer des personnes du monde du foot, voir un peu comment ça marchait à l'intérieur, etc. Et vraiment, les gars, le nombre de fois où les clubs, donc les clubs, les staffs, les dirigeants font fuiter de la communication pour jeter quelqu'un dans le feu en sachant très bien que les gens à la fin ils sont fans du club, donc ils iront toujours dans le sens du club, même si c'est faux. C'est quelque chose que les dirigeants, etc. exploitent à la mort. Donc il faut toujours prendre les infos avec des pincettes. Avec Roberto De Zerbi, le feu couvre toujours et le volcan n'explose pas toujours au moment où on l'attend. Après la victoire contre Lens, il a attaqué la presse française alors que tout allait bien. Après la déroute contre Bruges, il a plutôt fait dans la sobriété, sans chercher à atténuer ses responsabilités, ce qui est plutôt pas mal. À chaud dans le vestiaire, il s'est comporté comme il a l'habitude de le faire dans la foulée des défaites qui font mal. Il n'a rien dit de particulier, il n'a plus été en contact avec son groupe ensuite, puisqu'il a quitté le stade avec des membres de son staff dans un des vans utilisés par la délégation. Jeudi, il n'était pas sur le terrain Michel Platini-Clairefontaine où avait lieu la séance, mais ce n'est pas forcément étrange. L'entraînement concernait surtout les éléments qui n'avaient pas joué la veille, et De Zerbi avait déjà pris du recul la saison dernière après la défaite à Reims. En interne, cette absence n'a pas choqué les joueurs. Et le club évoquait dans la soirée une maladie du lombard avant que la machine médiatique ne s'emballe à 22h. À 22h, Foot Mercato annonçait que De Zerbi avait demandé à quitter l'OM, une information que l'intéressé, contacté par nos soins, démentait clairement dans la foulée. Je serais ravi que Roberto reste longtemps, j'aimerais qu'il soit comme Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire rester plus de 10 ans. Mais bon, c'est un coach qui reste 10 ans à l'OM, en tout cas dans les années 2020, j'ai du mal à y croire. Dans les moments de contrariété, il a déjà affirmé qu'il serait prêt à partir de lui-même s'il était considéré comme un problème, mais ce n'est visiblement pas le cas. Son repli sur lui-même relèverait plutôt d'une routine des jours de tempête. Quand il est fâché, il boude, résume un proche du groupe. Il y a vraiment de quoi bouder depuis mercredi. Plus généralement, son rapport avec son effectif est plus distancié cette saison. Il n'a rien fait pour retenir Valentin Rongier et Adrien Rabiot l'été dernier, et cette façon de laisser faire, pour différentes raisons, n'a pas échappé au groupe. Il a souvent loué la mentalité et les qualités de Rongier, a régulièrement comparé Rabiot à un fils, et les deux ont finalement été sortis sans ménagement. C'est vrai. Cela a laissé des traces comme la mise à l'écart de Neil Maupay, comparé lui aussi à un fils par l'italien. Quand Roberto De Zerbi te dit que t'es son fils, les gars, je vous conseille d'être inquiétés. Je vous conseille d'être inquiet. Hein. T'es mon fils, dehors. ta grande tante, on veut plus entendre parler de toi. Les mots de De Zerbi ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre, comme ceux de ses dirigeants qui l'ont encore complimenté cette semaine. Le technicien a un point commun avec le président Pablo Longoria et le directeur du football Mehdi Benassia. Ils adorent parler de leur avenir, même quand on ne leur pose pas la question. Ça, c'est piquant. Mardi, Longoria a donné une interview au Télégraphe. Il a volontiers évoqué une relation à long terme. L'Argentin est en poste depuis 2011, De Zerbi depuis 2024, et il y a encore un peu de chemin pour que leur parcours soit comparable. Mais l'intéressé sur contrat jusqu'en 2027 a apprécié. Marseille, c'est pour moi le lieu parfait, idéal, où je veux me trouver, a-t-il répondu mardi soir. Cela m'a fait très plaisir, cela me rend fier, même si personne ne connaît le futur. Il dit ça mardi soir, il y a le multi-mercredi soir, et là on est jeudi soir en train de parler de s'il va partir ou pas. Quand on vous dit que le foot ça va vite les mecs, L'avenir est encore plus nébuleux depuis mercredi soir, même si Benassia n'a pas du tout mis en doute son travail lors de sa prise de parole. 30e match et 30 compositions différentes. Après ça, des grands coachs changent toujours leur composition et ne donnent pas toujours de la continuité au 11 sans que ce soit le plus gros des problèmes. Certaines interrogations affleurent quand même, notamment sur les rotations. La saison dernière, sans Coupe d'Europe, la stabilité était de mise. Cette saison, à la tête d'un effectif où les postes sont doublés, De Zerbi n'arrête pas de bouleverser ses plans. Bruges était le 30e match de la saison et il s'agissait de la 30e composition différente qui change aussi de schéma au cours d'une même rencontre. Timothy Weah et Murillo sont ceux qui voyagent le plus sur le terrain, mais Mason Greenwood passe aussi de l'axe au couloir droit et Facundo Medina peut être défenseur axial ou piston. À force de changer les rôles, les joueurs peuvent se montrer déstabilisés et l'obsession du contrôle bride l'expression de certains. C'est dingue que De Zerbi
soit considéré comme quelqu'un qui est obsédé du contrôle. On est d'accord, les gars, que De Zerbi, on n'en parlait pas de cette manière en général. De Zerbi prend beaucoup de place, ses consignes aussi, mais c'est également lui qui permet d'attirer des recrues comme Nwaneri, parce que Arsenal veut voir sa pépite progresser sous les ordres du tacticien. Après 2 saisons à Brighton, il garde une solide cote en première ligue où il est écrit qu'il reviendra un jour. Son nom est régulièrement cité du côté de United, ce qui était déjà le cas quand il avait atterri à Marseille, où son tempérament colle si bien à la folie du quotidien. Si c'est un mariage intense, il est aussi usant pour toutes les parties qui ont déjà montré, malgré elles, que les belles déclarations étaient parfois difficiles à assumer. Moi, la seule chose sur laquelle je conclurais, c'est que je pense que De Zerbi a une part de responsabilité, mais que c'est pas le problème majeur, et qu'il y a plutôt un truc à faire dans la construction de l'effectif de Marseille. Et je souhaite à Marseille, quand ils feront leur mercato l'été prochain, de le boucler beaucoup plus vite que ce qu'ils ont fait l'été dernier, où je pense vraiment que ça a une part de responsabilité dans les problèmes qu'on voit à Marseille cette année. Le fait d'avoir fait autant de joueurs dans les derniers jours du mercato, pour moi, ça a révélé beaucoup de choses sur la sélection des profils et éventuellement même les différentes alchimies, etc., qu'ils ont pu avoir entre eux, quoi. Donc voilà. Et je terminerai juste aussi en pensant à Nwaneri, qui est venu pour jouer la LDC, qui avait un match à attendre avant de pouvoir faire les trucs et qui ne la verra pas cette saison du coup. Voilà. Bon, c'était la petite gaminerie de mise. Force à vous les Marseillais. Vous savez que ici c'est que du football, donc quand il y a de la rivalité, on se vanne, on rigole quand il se passe des choses, mais c'est un sport et on ne se déteste pas humainement pour ça. Voilà, c'est important de le rappeler parce que ces derniers temps, le football a fait que des gens se sont dit beaucoup de saloperies entre eux dans tous les sens. Donc voilà,